Chapitre 4 Les systèmes de croyance, le pouvoir de créer et de détruire. Sous toutes nos pensées se cachent nos croyances, comme le voile ultime de notre esprit. Antonio Machado. C'est un homme amer et cruel, un alcoolique et un toxicomane, qui a failli se tuer à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d'un caissier qui lui barrait le chemin. Il a 2 fils, nés à 11 mois d'intervalle seulement, dont l'un est devenu, en grandissant, tout le portrait de son père, un toxicomane qui vivait en volant et en menaçant les autres jusqu'à ce qu'il soit, à son tour, écroué pour une tentative de meurtre. L'histoire de son frère, cependant, est tout à fait différente. C'est un homme qui est comblé par son mariage, élève ses 3 enfants, et qui semble profondément heureux. Il est directeur régional d'une prestigieuse entreprise d'envergure nationale, fonction qu'il estime à la fois stimulante et gratifiante. Il est en bonne santé et ne consomme ni drogue ni alcool. Comment ces 2 jeunes hommes ont-ils pu devenir si différents, alors qu'ils ont pratiquement grandi dans le même environnement? On leur a demandé à chacun et à l'insu de l'autre, pourquoi votre vie a-t-elle tourné ainsi? La réponse surprenante qu'ils ont donnée tous les 2 est exactement la même. Que aurais-je pu devenir d'autre avec le père que j'ai eu? Nous sommes très souvent enclins à croire que les événements extérieurs contrôlent notre vie et que notre environnement a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Rien n'est plus faux. Ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous influencent, mais nos croyances. 2 hommes sont blessés au Vietnam et emprisonnés dans la célèbre prison de Hoa Lo. Ils sont isolés, enchaînés à des blocs de ciment, battus sans arrêt avec des chaînes rouillées et on les torture pour qu'ils parlent. Or, bien que soumis aux mêmes sévices, ces 2 hommes ont des réactions radicalement différentes face à ces épreuves. L'un décide que sa vie est terminée et se suicide pour ne pas avoir à souffrir davantage. De ces événements traumatisants, l'autre tire en lui-même, en ses camarades et en son créateur une force encore plus profonde. Le capitaine Gérald Coffey se sert de cette épreuve pour rappeler aux gens du monde entier que l'esprit humain peut surmonter pratiquement toute douleur, toute difficulté ou tout problème. 2 femmes fêtent leur 70e anniversaire, mais chacune voit cet événement sous un jour différent. L'une sait que sa vie tire à sa fin. Elle est persuadée qu'ayant vécu cette décennie, son corps doit se détériorer et qu'elle ferait mieux de régler ses affaires. L'autre croit qu'à tout âge les capacités d'une personne dépendent de ses croyances et elle se fixe un idéal plus élevé. Elle décide que 70 ans est un âge idéal pour s'initier à l'alpinisme. Pendant les 25 années qui suivront, elle se consacre à ce nouvel apprentissage, gravissant quelques-uns des plus hauts sommets du monde. Aujourd'hui, âgée de plus de 90 ans, Hulda Crook est la plus vieille femme à avoir escaladé le mont Fuji. Ce n'est jamais l'environnement ni les événements de notre vie, mais bien la signification que nous prêtons à ces événements, la façon dont nous les interprétons qui détermine ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. Ce sont les croyances qui font la différence entre une vie heureuse et une vie de misère et de peine. Les croyances sont ce qui distingue un Mozart d'un Manson. Ce sont elles qui transforment certaines personnes en héros et en condamnent d'autres à une vie de désespoir tranquille. À quoi servent nos croyances? Elles sont la force motrice qui nous indique ce qui nous apportera souffrance ou plaisir. Chaque fois qu'un événement se produit dans votre vie, votre cerveau se pose 2 questions. 1. Apportera-t-il douleur ou plaisir? 2. Que dois-je faire pour éviter la douleur ou obtenir du plaisir? Les réponses à ces 2 questions dépendent de nos croyances, qui sont régies par les analogies sur ce que nous avons appris et qui peut mener à la douleur et au plaisir. Ces analogies gouvernent toutes nos actions, et de ce fait, l'orientation et la qualité de notre vie. Les analogies peuvent être très utiles et sont simplement la reconnaissance de modèles semblables. Par exemple, qu'est-ce qui vous permet d'ouvrir une porte? Vous regardez une poignée, et bien que vous ne l'ayez jamais vue auparavant, vous êtes à peu près certain que la porte s'ouvrira si vous la tournez vers la droite ou la gauche, si vous la poussez ou la tirez. Pourquoi croyez-vous cela? Simplement parce que vous avez suffisamment de références pour créer en vous un sentiment de certitude, et cela vous permet de faire votre geste jusqu'au bout. Sans cette certitude, nous serions pratiquement incapables de quitter la maison, de conduire notre voiture, de nous servir d'un téléphone ou d'accomplir les nombreux petits gestes de chaque jour. Les analogies nous simplifient la vie et nous permettent d'agir. Malheureusement, dans les domaines plus complexes de notre vie,
les analogies sont parfois trop simplistes et elles engendrent des croyances limitatives. Par exemple, s'il vous est arrivé à quelques reprises de ne pas pouvoir mener à bien plusieurs initiatives, vous avez pu en déduire que vous êtes incompétent. Si vous croyez à cela, cette conclusion peut devenir une prédiction autodéterminée. Vous direz peut-être, pourquoi essayer puisque je n'irai pas jusqu'au bout de toute façon? Ou peut-être avez-vous pris quelques décisions peu judicieuses en affaires ou dans les relations avec les autres et vous en avez conclu que vous saboterez toujours votre réussite. Ou peut-être qu'à l'école vous pensiez que vous n'appreniez pas aussi rapidement que les autres, et au lieu d'en conclure que votre technique d'apprentissage était différente, vous vous en avez déduit que vous éprouviez des difficultés d'apprentissage. Sur un autre plan, les préjugés raciaux ne sont-ils pas alimentés par un ensemble d'analogies sur un groupe d'individus? La difficulté avec toutes ces croyances, c'est qu'elles finissent par limiter vos décisions futures concernant ce que vous êtes et ce dont vous êtes capable. Il faut se rappeler que la plupart de nos croyances sont des généralisations sur le passé, fondées sur nos interprétations d'expériences douloureuses ou agréables. La difficulté est triple. 1. La plupart d'entre nous ne décident pas selon leurs convictions. 2. Souvent nos croyances sont fondées sur une mauvaise interprétation de nos expériences passées. 3. Dès que nous adoptons une croyance, nous oublions qu'elle n'est qu'une interprétation. Nous les traitons comme des réalités, des paroles d'évangile, et en fait, nous remettons rarement sinon jamais en question nos vieilles croyances. Si vous vous êtes jamais demandé ce qui motive les gens à agir, vous devez vous rappeler encore une fois que les êtres humains ne sont pas des êtres de hasard. Toutes nos actions découlent de nos croyances. Quoi que nous fassions, nous agissons parce que nous croyons consciemment ou non que cela nous rapprochera du plaisir ou nous éloignera de la douleur. Si vous voulez créer des changements importants et durables dans votre comportement, vous devez modifier les croyances qui vous emprisonnent. Les croyances ont le pouvoir de créer et le pouvoir de détruire. Les êtres humains possèdent l'étonnante capacité d'accorder à n'importe quelle épreuve dans leur existence un sens qui peut les paralyser ou qui leur sauvera la vie. Certaines personnes, en méditant sur leurs souffrances passées, se sont dit, à cause de cela, j'aiderai les autres. Parce que j'ai été violé, on ne fera plus jamais de mal à personne. Ou parce que j'ai perdu mon fils ou ma fille, j'apporterai ma contribution à la société. Ce n'est pas qu'elles voulaient croire à ce qu'elles pensaient, mais elles avaient besoin de cette croyance pour effacer cette épreuve et se créer une vie exaltante. Nous avons tous la faculté de suivre des valeurs qui nous motivent. Mais un grand nombre d'entre nous ne suivent pas cette voie ou ne l'admettront jamais. Quand on refuse d'admettre qu'une raison se cache derrière toutes les tragédies inexplicables de la vie, on détruit sa capacité de vivre la vraie vie. Le psychiatre Viktor Frankl a observé ce besoin de donner un sens aux épreuves les plus douloureuses de la vie chez lui et chez les autres victimes de l'Holocauste nazi qui ont survécu aux horreurs d'Auschwitz ou des autres camps de concentration. Frankl remarqua que les quelques privilégiés qui avaient réussi à échapper à cet enfer sur Terre possédaient un point commun. Ils avaient pu supporter et transformer leur épreuve en prêtant un sens profond à leur souffrance. Ils ont fini par croire que parce qu'ils avaient souffert et survécu, ils pourraient raconter leur histoire et s'assurer qu'aucun être humain ne souffrirait plus jamais de cette façon. Les croyances influencent nos émotions ou nos actes, mais également, elles peuvent transformer notre corps en quelques instants seulement. J'ai eu le plaisir d'interviewer le docteur Bernie Siegel, professeur à l'université Yale et auteur d'un livre qui eut beaucoup de succès. Comme nous abordions le pouvoir des croyances, Bernie me parla des recherches qu'il avait effectuées auprès de personnes souffrant d'un problème de personnalité multiple. Ce qui est incroyable, c'est la capacité de ces gens de croire avec autant de force qu'ils étaient devenus d'autres personnes. Cette capacité découlait d'un ordre indiscuté envoyé au système nerveux pour qu'il produise des modifications mesurables de leur biochimie. Résultat, ainsi, en un instant, leur corps se transformait presque sous les yeux du chercheur et reflétait une nouvelle identité. Des études font état d'événements aussi remarquables qu'un changement réel de la couleur des yeux des patients ou l'apparition et la disparition de marques sur le corps. Même des maladies comme le diabète ou la haute tension vont et viennent selon la personnalité que la personne croit avoir revêtue. Les croyances peuvent même faire annuler l'effet des médicaments sur le corps. Bien que la plupart des gens soient persuadés que les médicaments peuvent guérir les maladies, des études effectuées dans le cadre de cette nouvelle science qu'est la psychoneuroimmunologie commencent à mettre en lumière ce que beaucoup soupçonnaient depuis des siècles. Nos croyances en matière de maladie et de traitement de la maladie jouent un rôle significatif,
et peut-être même plus significatif que le traitement lui-même. Le docteur Henri Bichet, de l'université Harvard, a effectué des recherches poussées qui montrent clairement que nous accordons souvent le bénéfice de la guérison à un médicament, tandis qu'en réalité c'est la croyance du patient qui est responsable de cette guérison. Cela fut démontré dans le cadre d'une expérience innovatrice au cours de laquelle on demanda à 100 étudiants en médecine de participer à l'expérimentation de 2 nouveaux médicaments. Le premier, une capsule rouge, leur fut décrit comme un puissant stimulant et le second, une capsule bleue, comme un puissant tranquillisant. À l'insu des étudiants, on avait interverti le contenu des capsules. La rouge contenait en fait un barbiturique et la bleue, une amphétamine. Or, la moitié des étudiants eurent des réactions conformes à ce qu'ils escomptaient, c'est-à-dire qu'ils manifestèrent une réaction différente de ce que le médicament aurait dû produire. On ne leur avait pas donné un placebo, mais un vrai médicament. Or, leur croyance avait annulé l'effet chimique du médicament sur leur organisme. Comme l'affirma par la suite le docteur Bichet, l'utilité d'un médicament résulte directement non seulement de ses propriétés chimiques, mais également de la croyance du patient quant à son utilité et à son efficacité. Les médicaments ne sont pas toujours nécessaires, mais croire à la guérison l'est. Norman Cousin. J'ai eu le privilège de connaître Norman Cousin pendant près de 7 ans et de faire, un mois seulement avant sa mort, la dernière interview enregistrée sur bande qu'il accorda. Lors de cette interview, il relata une histoire qui illustre à quel point nos croyances influent sur nos corps. Pendant une partie de football qui se déroulait en banlieue de Los Angeles, plusieurs personnes manifestèrent des symptômes d'empoisonnement alimentaire. Le médecin qui les examina en imputa la cause à une boisson gazeuse achetée dans une machine distributrice. On invita donc les spectateurs à ne pas utiliser la machine distributrice en question, les informant que certaines personnes étaient tombées malades, et on décrivit leurs symptômes. Un véritable charivari éclata aussitôt dans les gradins, alors qu'une foule de spectateurs furent brusquement pris de nausées et s'évanouirent. Des spectateurs qui ne s'étaient pas même approchés de la machine distributrice se sentirent mal. Les ambulanciers des hôpitaux locaux firent des affaires d'or cette journée-là en transportant de nombreux spectateurs à l'hôpital. Quand on découvrit que la machine distributrice n'était pas en cause, les spectateurs guérirent miraculeusement. Il faut se rendre compte que nos croyances ont le pouvoir de nous rendre malades ou de nous guérir en un instant. Il semblerait qu'elles influent sur notre système immunitaire. Qui plus est, elles peuvent soit nous déterminer à agir, soit nous affaiblir et détruire notre dynamisme. En ce moment, vos croyances influencent votre réaction à ce que vous venez de lire et influencent également ce que vous ferez avec ce que vous enseigne ce livre. Nous adoptons parfois des croyances qui créent des limites ou des forces dans un contexte très précis. Par exemple, notre aptitude à chanter ou à danser, à réparer une voiture ou à faire des calculs. D'autres croyances sont si générales qu'elles dominent pratiquement tous les aspects de notre vie, que ce soit positivement ou négativement. Je les appelle croyances globales. Les croyances globales sont des croyances énormes qui se rapportent à tout. Notre identité, les gens, le travail, le temps, l'argent et la vie elle-même en fait. Ces généralisations sont souvent formulées avec « est »,« suis », sont, la vie est, je suis, les gens sont. Comme vous l'imaginez sans doute, les croyances de cette envergure peuvent influencer et colorer tous les aspects de notre vie. Heureusement, un seul changement apporté à une croyance globale limitative peut changer notre vie presque entièrement et en un tournement. Rappelez-vous, une fois acceptées, nos croyances deviennent des commandes indiscutées envoyées à notre système nerveux, et elles ont le pouvoir d'élargir ou de détruire les possibilités de notre présent et de notre avenir. Si nous voulons diriger notre vie, nous devons exercer un contrôle conscient sur nos croyances. Pour cela, nous devons en premier lieu comprendre ce qu'elles sont, puis comment elles se forment. Qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce qu'une croyance? Souvent, dans la vie, nous parlons de choses que nous ne connaissons pas vraiment. La plupart des gens traitent les croyances comme des objets, alors qu'elles ne sont que des certitudes sur quelque chose. Si vous dites « je crois que je suis intelligent », vous dites en fait « je suis certain que je suis intelligent ». Cette certitude vous permet de faire appel aux ressources qui vous permettent de produire des résultats intelligents. Nous possédons presque toutes les réponses en nous, ou du moins, nous avons accès aux réponses nécessaires par le biais des autres. Mais souvent, notre manque de croyance,
ou de certitude fait que nous sommes incapables d'exploiter cette faculté. Pour bien saisir la valeur d'une croyance, il suffit de penser à son élément de base, l'idée. Il y a peut-être de nombreuses idées qui vous viennent à l'esprit sans que vous y croyiez vraiment. Prenons, par exemple, l'idée que vous êtes sexy. Arrêtez-vous une seconde et dites « Je suis sexy ». Le degré de certitude que vous éprouverez en prononçant ces mots déterminera s'il s'agit d'une idée ou d'une croyance. Si vous pensez « Je ne suis pas vraiment sexy », vous dites en fait « Je ne suis pas vraiment certain d'être sexy ». Comment transformons-nous une idée en croyance? Laissez-moi employer une image simple pour décrire ce processus. Si vous pouvez vous imaginer une table sans pattes, vous avez une image assez juste de la raison pour laquelle une idée ne vous paraît pas aussi certaine qu'une croyance. Sans pattes, cette table ne peut même pas tenir debout. Par contre, une croyance a des pattes. Si vous croyez vraiment que vous êtes sexy, comment le savez-vous? N'est-ce pas parce que vous avez des références qui corroborent cette idée, ou que vous avez eu des événements dans votre vie qui soutiennent cette idée? Voilà les pattes qui solidifient votre table et donnent de la certitude à vos croyances. Quelles références possédez-vous? On vous a peut-être dit que vous étiez sexy. Ou peut-être vous êtes-vous regardé dans un miroir et vous avez comparé votre image à celle d'autres personnes réputées sexy en vous disant « Eh, je leur ressemble ». Ou peut-être que des étrangers dans la rue vous appellent et vous saluent de la main. Tous ces événements sont insignifiants tant que vous ne les regroupez pas sous l'idée que vous êtes sexy. Ce faisant, vous renforcez votre idée en lui donnant des pattes et vous commencez à y croire. Vous éprouvez alors une certitude et cette idée devient croyance. Dès que vous aurez compris cette image, vous verrez comment se forment les croyances et comment on peut les modifier. En premier lieu cependant, il importe de souligner que nous pouvons développer des croyances à propos de n'importe quoi pourvu que nous trouvions suffisamment de pattes, de références. Pensez à ceci. N'est-il pas vrai que vous avez connu suffisamment d'épreuves ou de personnes qui ont souffert à cause de leurs semblables pour croire que les êtres humains sont mauvais et que, si on leur en donnait la possibilité, ils vous exploiteraient? Peut-être que vous ne voulez pas admettre cela. Et de plus, nous avons déjà précisé que cette croyance peut vous neutraliser. Mais n'avez-vous pas vécu des épreuves susceptibles, si vous le vouliez, de renforcer cette idée et de nourrir vos certitudes sur ce point? N'est-il pas vrai également que les épreuves que vous avez connues au cours de votre vie peuvent renforcer l'idée que les gens sont foncièrement bons? Et que, quand on les aime vraiment et qu'on les traite bien, ils sont également disposés à nous aider. Laquelle de ces croyances est vraie? Peu importe. Ce qui importe c'est de savoir laquelle est la plus dynamisante. Nous pouvons tous trouver quelqu'un pour renforcer notre croyance et la renforcer dans notre esprit. C'est ce qui donne aux humains leur pouvoir de rationalisation. La question clé est donc, une fois encore, de savoir si cette croyance nous donne plus de force ou si elle nous paralyse, et ce, jour après jour. Quels sont nos différents points de référence dans la vie? Certes, nous pouvons puiser dans nos expériences personnelles, ou dans les informations que nous donnent les autres, ou dans les livres, les cassettes, les films. Parfois, nos références sont uniquement fondées sur notre imagination. L'émotion intense que suscite en nous chacune de ces références influence certainement la force et la largeur des pattes de notre table. Les pattes les plus solides sont formées par les événements personnels, associés à une émotion intense par leur caractère douloureux ou agréable. Un autre facteur est le nombre de références que nous possédons. Évidemment, plus elles sont nombreuses à soutenir une idée, plus notre croyance sera solide. Vos références ont-elles besoin d'être exactes pour que vous soyez disposé à les utiliser? Non, elles peuvent être réelles ou imaginaires, exactes ou inexactes, car même les événements personnels, aussi solides soient-ils dans notre esprit, sont déformés par notre propre vision des choses. Nos croyances sont pratiquement illimitées, et de ce fait, les êtres humains sont capables de déformer et d'inventer les pattes de référence à assembler. Ainsi, peu importe la provenance de nos références, nous les considérons comme réelles et cessons de les mettre en doute. Cela peut avoir d'importantes conséquences néfastes selon la croyance que nous adoptons. Nous avons donc la capacité d'utiliser des références imaginaires pour nous mener dans la direction de nos rêves. En imaginant une situation quelconque avec suffisamment de précision, on peut réussir aussi facilement que si on vivait cette situation. Cela s'explique par le fait que notre cerveau ne peut pas faire la différence entre une situation imaginée avec précision et une situation réelle.
Notre système nerveux vivra une situation comme si elle était vraie, même si ce n'est pas encore le cas, si nous ressentons une émotion suffisamment intense et imaginons souvent cette situation. Tous les chefs de file que j'ai interviewés avaient acquis la certitude qu'ils pouvaient réussir, même s'ils étaient des pionniers dans leur domaine. Ils ont pu créer des références là où il n'en existait aucune et ont pu réussir ce qui paraissait impossible. Quiconque se sert d'un ordinateur connaît le mot Microsoft. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Bill Gates, le cofondateur de cette entreprise, n'était pas seulement une sorte de génie chanceux, mais un homme qui s'est jeté à l'eau sans aucune référence pour appuyer sa croyance. Quand il découvrit qu'une firme d'Albuquerque était en train de concevoir un objet appelé ordinateur personnel qui avait besoin d'un langage élémentaire, il appela son directeur et promit de lui fournir ce langage, bien qu'il ne possédât rien de semblable à l'époque. Une fois engagé dans cette voie, il devait trouver un moyen. C'est dans sa faculté de créer un sentiment de certitude en lui-même que résidait son véritable génie. De nombreuses personnes étaient aussi intelligentes que lui, mais sa conviction lui servit de tremplin pour mobiliser ses ressources et, en quelques semaines seulement, il avait élaboré avec son associé un langage qui permit à l'ordinateur personnel de devenir réalité. En s'engageant et en tenant sa promesse, Bill Gates déclencha ce jour-là une série d'événements qui révolutionnèrent le monde des affaires, ce qui fera de lui un milliardaire dès l'âge de 30 ans. La conviction est la mère du pouvoir. Connaissez-vous l'histoire du 1000 parcouru en 4 minutes? Pendant des milliers d'années, on a cru qu'un être humain ne pouvait pas courir un 1000 en moins de 4 minutes. Mais en 1954, Roger Bannister franchit la barrière considérable de cette croyance. Il réussit l'impossible non seulement en s'exerçant, mais également en évoquant l'événement, en franchissant la barrière des 4 minutes tant de fois et avec tant d'émotions intenses qu'il se créa des références précises qui se transformèrent en commandes indiscutées dans son système nerveux. On ne se rend pas compte, cependant, que l'aspect le plus magnifique de cette percée est son influence sur les autres athlètes. Dans toute l'histoire de la course humaine, personne n'avait jamais pu courir un 1000 en 4 minutes. Or, moins d'un an après que Roger bâtit ce record, 37 autres coureurs l'imitèrent. Son expérience leur fournit des références assez puissantes pour leur donner la certitude qu'ils pouvaient, eux aussi, réaliser l'impossible. L'année suivante, 300 autres coureurs firent de même. La croyance que je considère comme vraie est celle qui me permet de faire le meilleur usage de ma force, me donne les meilleurs moyens de transformer mes vertus en action. André Gide. Les gens ont très souvent des croyances limitatives sur ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils n'ont pas réussi par le passé, ils croient qu'ils ne pourront pas réussir à l'avenir. Ainsi, par peur de la douleur, ils essaient sans cesse d'être réalistes. Ceux qui affirment constamment « Soyons réalistes » sont uniquement guidés par la peur morbide de subir une nouvelle déception. Par peur, ils développent des croyances qui les font hésiter et les empêchent de donner leur maximum. En conséquence, ils obtiennent des résultats limités. Les grands meneurs d'hommes sont rarement réalistes. Ils sont intelligents, précis, mais non réalistes en vertu des normes des autres. Ce qui est réaliste pour l'un ne l'est pas du tout pour l'autre. Cela varie selon les références de chacun. Gandhi croyait qu'il pouvait réaliser l'indépendance de l'Inde sans utiliser la force à l'endroit de la Grande-Bretagne, du jamais vu. Il n'était pas réaliste, mais il avait certainement vu juste. De même, il n'était certes pas réaliste de croire qu'on pouvait faire le bonheur du monde entier en construisant un parc d'attractions au milieu d'une orangeraie, et en imposant un droit non seulement pour avoir accès à ces attractions, mais aussi pour avoir accès au parc. À cette époque, il n'existait aucun autre parc semblable dans le monde. Pourtant, Walt Disney avait une rare certitude et son optimisme transforma les circonstances de sa vie. Si vous devez faire une erreur dans la vie, que ce soit en surestimant vos capacités sans toutefois mettre votre vie en danger. De plus, cela n'est pas facile, car les capacités de l'être humain sont beaucoup plus grandes que la plupart d'entre nous peuvent l'imaginer. Ainsi, de nombreuses études se sont penchées sur les différences entre les gens déprimés et les gens très optimistes. Quand ils entreprennent un nouvel apprentissage, les pessimistes jaugent toujours leurs résultats avec une grande précision, tandis que les optimistes embellissent leurs résultats. Pourtant, cette évaluation irréaliste de leur rendement est le secret de leur réussite future. Invariablement, les optimistes finissent par maîtriser l'apprentissage en question tandis que les pessimistes échouent. Pourquoi?
Les optimistes sont ceux qui, bien qu'ils ne possèdent aucune référence sur le succès ou même l'échec, passent outre ces références, laissant en déséquilibre les valeurs cognitives comme j'ai échoué ou je ne peux pas réussir. Ils préfèrent se forger des références fondées sur leur foi et font appel à leur imagination pour se voir agir différemment la fois suivante et réussir. C'est cette aptitude particulière, cet objectif unique qui leur permet de persévérer jusqu'à ce qu'ils finissent par établir des distinctions qui les propulsent au sommet. La raison pour laquelle le succès échappe à la plupart des gens réside dans le fait qu'ils ont trop peu de références liées à des succès passés. Mais l'optimiste agit selon la croyance que le passé n'est pas le futur. Tous les grands chefs, tous les gens qui ont réussi dans un domaine ou dans un autre sont conscients de la force intrinsèque qu'il y a à poursuivre la même idée, même s'ils ne connaissent pas encore tous les détails sur la manière de la concrétiser. Quand on acquiert la certitude absolue que procurent les puissantes croyances, on peut accomplir pratiquement n'importe quoi, y compris les actions que les autres croient impossibles. L'un des plus grands enjeux de la vie consiste à savoir comment interpréter ces échecs. La façon dont nous affrontons les défaites de la vie et la cause que nous leur attribuons joue sur notre avenir. Il ne faut pas oublier que notre réaction dans l'adversité et face aux difficultés influencera notre vie plus que toute autre chose. Parfois, nous accumulons tellement de références ayant un lien avec la douleur et l'échec que nous commençons à avoir la croyance que nous ne pouvons rien faire pour améliorer notre sort. Certains finissent par avoir l'impression que tout est désespéré, qu'ils sont impuissants ou nuls, ou que toutes leurs entreprises sont vouées à l'échec. Voilà un ensemble de croyances auxquelles il ne faut jamais adhérer quand on veut réussir dans la vie. Elles nous privent de notre pouvoir personnel et détruisent notre faculté d'agir. La psychologie a donné le nom d'impuissance acquise à cet état d'esprit destructif. Quand les gens échouent quelquefois dans un domaine, vous seriez étonné de voir combien ce nombre est minime pour certains, ils jugent leurs efforts vains et expriment ce découragement propre à l'impuissance acquise. Martin Seligman, de l'Université de Pennsylvanie, fait des recherches intensives sur les sources de l'impuissance acquise. Dans son ouvrage intitulé Learn d'optimisme, il explique que 3 modèles de croyances précis peuvent nous donner un sentiment d'impuissance et détruire presque tous les aspects de notre vie. Le modèle permanent, le modèle global et le modèle personnel. Bon nombre des plus grands chefs de file de notre pays ont réussi, même s'ils ont dû faire face à de nombreux problèmes ou barrières. La différence entre ces meneurs et ceux qui renoncent découle de leur croyance sur la permanence ou non de leurs problèmes. Les chefs de file considèrent rarement ou jamais un problème comme permanent, tandis que pour ceux qui échouent, le moindre problème est permanent. Dès que l'on pense qu'on ne peut rien pour faire changer une situation, parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas réussi à la changer, on distille un dangereux poison dans son organisme. Il y a 8 ans, quand je sombrais dans le désespoir et pensais ne jamais pouvoir me relever, je croyais que mes problèmes étaient permanents. Jamais je n'ai eu si peu l'impression d'exister. J'appris cependant à associer une si grande douleur à cette croyance que je pus la détruire et ne jamais y adhérer par la suite. Vous devez faire de même. Si vous vous surprenez un jour ou surprenez un de vos proches à croire qu'un problème est permanent, réagissez. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous devez croire que cela passera aussi et qu'à force de persévérance, vous finirez par trouver une solution. La deuxième différence entre les gagnants et les perdants, entre les optimistes et les pessimistes, tient à leur croyance concernant la globalité de leurs problèmes. Pour un gagnant, un problème n'est jamais global, c'est-à-dire qu'il n'a jamais l'impression que ce problème domine l'ensemble de sa vie. Il se dit toujours, ma foi, ce n'est qu'un petit problème lié à mes habitudes alimentaires et non, je suis le problème. Parce que je mange trop, je détruis toute ma vie. Par contre, les pessimistes, ceux qui souffrent d'impuissance acquise ont fini par croire que parce qu'ils ont échoué dans un domaine, ils sont des ratés. Ils croient que parce qu'ils se heurtent à des difficultés financières, toute leur vie est détruite. Ils ne pourront pas prendre soin de leurs enfants, leur femme les quittera, et ainsi de suite. Bientôt, ils sont dépassés par les événements et se sentent tout à fait impuissants. Imaginez les effets conjugués de la permanence et de la globalité. La solution pour résoudre ces 2 modèles consiste à trouver une situation que vous pouvez contrôler dans votre vie et à avancer dans cette direction. Ce faisant, vous effacerez certaines de ces croyances limitatives. La dernière catégorie de croyances, que Seligman a appelée le modèle personnel, sont les problèmes liés à soi-même.
Si on ne considère pas un échec comme un défi pour nous inciter à modifier notre attitude, mais bien comme un problème lié à ce que l'on est, comme un problème de personnalité, on se sent tout de suite accablé. Après tout, comment changer sa vie tout entière? N'est-ce pas plus difficile que de simplement modifier ses actions dans un domaine particulier? Ne pensez pas que votre problème a une cause personnelle. Comment pouvez-vous y trouver des solutions si vous vous accusez? Nourrir ces croyances limitatives équivaut à ingérer des doses infimes d'arsenic qui, avec le temps, finiront par provoquer l'issue fatale. Même si vous ne mourrez pas sur le champ, vous commencez à mourir émotivement dès le moment où vous adhérez à ce genre de convictions. C'est pourquoi il faut les éviter à tout prix. Rappelez-vous toujours ceci. Votre cerveau fonctionne comme un automate, filtrant toute information provenant de votre environnement et cherchant des références pour valider votre croyance, peu importe ce qu'elle est. C'est l'esprit qui fait le bien ou le mal, qui nous rend heureux ou malheureux, riche ou pauvre. Edmund Spencer. Comment modifier une croyance? Tous les progrès personnels commencent par la modification de ces croyances. Comment les changer dans ce cas? Le moyen le plus efficace consiste à entraîner son cerveau à associer une très grande douleur à l'ancienne croyance. Vous devez sentir au plus profond de vous que cette croyance, non seulement vous a fait souffrir par le passé, mais qu'elle vous fait souffrir dans le présent et ne peut, en fin de compte, que vous faire souffrir à l'avenir. Puis, vous devez associer un immense plaisir au fait d'adopter une nouvelle croyance dynamisante. C'est le modèle de base que nous examinerons encore et toujours afin d'opérer des changements dans notre vie. N'oubliez pas que tous nos actes sont motivés soit par le besoin d'éviter la douleur soit par la recherche du plaisir. Et que si nous associons suffisamment de souffrance à une chose, nous changerons. Le seul motif qui nous incite à adhérer à une croyance est que nous avons associé une très grande douleur à ne pas y avoir adhéré. Ensuite, créez le doute. Si vous êtes honnête avec vous-même, y a-t-il des croyances que vous défendiez corps et âme il y a quelques années et que maintenant vous seriez presque embarrassé d'admettre? Que s'est-il passé? Quelque chose vous a incité à douter. De nouveaux événements peut-être ou encore à cause d'un contre-exemple de votre ancienne croyance. Peut-être avez-vous rencontré des Russes et découvert que c'étaient des gens comme vous et moi, et non des citoyens d'un empire diabolique. Je pense que de nombreux Américains aujourd'hui éprouvent une réelle compassion pour les Soviétiques qu'ils considèrent comme des gens qui luttent pour prendre soin de leur famille. Nos perceptions ont changé, en partie, grâce aux programmes d'échange qui nous ont permis de connaître des Russes et de voir tout ce que nous avions en commun avec eux. Nous avons fait de nouveaux essais qui nous ont incités à faire des remises en question, qui ont brisé nos modèles de certitude et secoué nos pattes de référence. Toutefois, tout nouvel essai ne garantit pas, par lui-même, un changement de croyance. Les gens peuvent faire un essai qui contredit leurs croyances et interpréter ce résultat comme ils veulent pour étayer leurs convictions. Saddam Hussein en fit l'essai au cours de la guerre du Golfe Persique, en criant victoire malgré les destructions. Sur un plan personnel, une femme qui assistait à l'un de mes séminaires entra soudain dans des états psychiques et émotionnels assez particuliers, affirmant que j'étais un nazi et que j'empoisonnais les participants dans la pièce avec des gaz invisibles émis par les bouches du système de climatisation. Comme je tentais de la calmer en ralentissant le débit de mon élocution, une méthode courante pour aider quelqu'un à se détendre, elle s'écria. « Vous voyez, les gaz commencent déjà à brouiller votre élocution. » Peu importe ce qui se passait, elle s'en servait pour étayer sa conviction que nous allions tous être empoisonnés. En fin de compte, je réussis à briser son schéma de pensée. Comment? Nous en parlerons au prochain chapitre. Les nouvelles expériences ne déclenchent un changement que si elles nous forcent à remettre nos croyances en question. Chaque fois que nous croyons quelque chose, nous ne le mettons plus en doute d'aucune façon. Dès l'instant où nous commençons honnêtement à nous interroger sur nos croyances, nous les remettons en question. Nous secouons les pattes de référence de nos tables cognitives, ce qui atténue notre sentiment de certitude absolue. Avez-vous jamais douté de votre habilité à faire quelque chose? Comment vous y êtes-vous pris? Vous vous êtes sans doute posé quelques questions médiocres comme « Que se passerait-il si je bousillais tout? Et si ça ne marchait pas ?» Or, les questions que l'on se pose peuvent être très dynamisantes quand on s'en sert pour sonder la validité de croyances qu'on a peut-être aveuglément adoptées. En fait, bon nombre de nos croyances sont corroborées par des informations reçues des autres et que nous n'avons pas mises en doute à l'époque.
Et un examen attentif risque de révéler que ce à quoi nous avons cru inconsciemment pendant de nombreuses années pourrait bien être fondé sur un jeu de suppositions erronées. Si vous avez une machine à écrire ou un ordinateur, je suis certain que vous apprécierez l'exemple suivant à sa juste valeur. À votre avis, pourquoi l'arrangement traditionnel des lettres, des chiffres et des symboles que l'on retrouve sur presque tous les claviers est-il accepté partout dans le monde? Cet arrangement est connu sous le nom de QWERTY, qui représente les caractères situés sur la rangée supérieure gauche de votre clavier. Peut-être parce qu'il est censé favoriser la rapidité de la dactylographie, n'est-ce pas? La plupart des gens n'ont jamais douté de cette réponse puisque le QWERTY existe depuis 120 ans. En fait, il s'agit sans doute de la configuration la plus inefficace que l'on puisse imaginer. Bien des claviers comme le clavier simplifié Dvorak sont censés réduire les erreurs et augmenter la vitesse de façon marquée. En réalité, le QWERTY a été conçu délibérément pour ralentir les dactylographes à une époque où les pièces de la machine à écrire se déplaçaient si lentement qu'elles se coinçaient quand on tapait trop vite. Pourquoi nous sommes-nous accrochés au clavier QWERTY pendant 120 ans? En 1882, alors que tout le monde ou presque frappait avec un seul doigt, une femme, qui avait inventé la frappe à 8 doigts, fut invitée par un autre professeur à participer à un concours de dactylographie. Elle engagea, pour la représenter, un dactylographe professionnel qui connaissait le clavier QWERTY par cœur. Grâce à sa mémoire et à la technique à 8 doigts, cet homme l'emporta sur son concurrent qui tapait avec 4 doigts sur un clavier différent. À partir de ce moment-là, le clavier QWERTY devint donc la norme de vitesse et personne ne remit plus en question la validité de cette référence. À combien d'autres croyances paralysantes qui limitent votre vie à votre insu, adhérez-vous aveuglément dans la vie courante sur ce que vous êtes, vos capacités, la façon dont les gens devraient se comporter, ou les aptitudes de vos enfants? Si l'on remet en question suffisamment une croyance, on finit par en douter. Cela englobe même les croyances les plus fortes. Il y a quelques années, j'eus la chance exceptionnelle de travailler avec l'armée américaine, avec laquelle je négociais un contrat visant à réduire certaines périodes de formation dans plusieurs domaines spécialisés. J'obtins un tel succès que l'on me donna accès aux informations classées très secrètes et je pus prendre le cas de l'un des hauts dirigeants de la CIA, un homme qui avait commencé en bas de l'échelle. Croyez-moi, les aptitudes que cet homme et ses homologues ont développées pour ébranler les convictions d'une autre personne et modifier ses croyances sont tout à fait stupéfiantes. Il crée un environnement qui incite la personne à douter de ce qu'elle a toujours cru, puis lui présente de nouvelles idées et expériences pour soutenir son adhésion aux nouvelles croyances. Il est presque effrayant, encore que ce soit fascinant, de constater avec quelle rapidité ils peuvent modifier ses croyances. J'ai appris à employer ces techniques sur moi-même afin d'éliminer les croyances qui me paralysaient et de les remplacer par des croyances fécondes. Nos croyances comportent différents degrés de certitude et d'intensité émotionnelle, et il importe de connaître exactement ce degré d'intensité. En fait, j'ai classé les croyances en 3 catégories. Les opinions, les croyances et les convictions. Une opinion est une chose dont nous sommes relativement certains, mais cette certitude est temporaire, car elle peut changer facilement. Notre table cognitive s'appuie sur des pattes de référence branlantes et aléatoires, souvent fondées sur des impressions. Par exemple, bien des gens percevaient George Bush comme un faiblard, simplement à cause du ton de sa voix. Mais lorsqu'ils ont constaté son aptitude à galvaniser les dirigeants de tous les pays pour obtenir leur appui et affronter d'une main de maître l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, l'opinion publique évolua sensiblement et Bush obtint la plus haute cote de popularité qu'un président ait pu obtenir dans toute l'histoire moderne. Au moment où vous lirez ce paragraphe, toutefois, cette opinion peut avoir changé. Telle est la nature des opinions. Elles sont peu solides et généralement, une personne retient quelques points de référence sur lesquels elle forme son opinion. Une croyance, par contre, se forme quand nous commençons à établir une base de référence beaucoup plus large et surtout des pattes de référence qui suscitent en nous de puissantes émotions. Ces références nous donnent un sentiment absolu de certitude. Comme je l'ai déjà mentionné, elles peuvent revêtir diverses formes et provenir de nos expériences personnelles, d'informations obtenues à d'autres sources ou même de situations que nous avons imaginées avec force. Les gens qui ont des croyances éprouvent une certitude si grande qu'ils sont souvent fermés à toute nouvelle information. Mais, si l'on est en bon terme avec eux, on peut briser leur modèle de fermeture et les pousser à mettre en doute leurs références de sorte qu'ils s'ouvrent à de nouvelles données.
Cela créera suffisamment de doutes dans leur esprit pour ébranler leurs vieilles références et faire de la place pour une nouvelle croyance. Une conviction, pour sa part, éclipse une croyance, en raison surtout de l'intensité émotive que la personne associe à son idée. La personne qui a une conviction non seulement éprouve une certitude, mais se met en colère quand on met en doute cette conviction. Elle n'est pas disposée à remettre en question ses références, même un seul instant. Elle résiste totalement à toute nouvelle donnée, de façon parfois obsessionnelle. Ainsi, à travers les âges, les fanatiques religieux ont eu la conviction que leur vision de Dieu était la seule valable, et parfois, ils pouvaient tuer au nom de ces croyances. La conviction des véritables croyants a aussi été exploitée par des sauveurs en puissance qui cachaient leurs intentions meurtrières sous des motifs sacrés. C'est ce phénomène qui poussa les membres de la secte de Jim Jones à empoisonner leurs propres enfants avant de boire eux-mêmes un breuvage contenant du cyanure, obéissant ainsi aux ordres de leur maître, un homme qui se prenait pour le Messie. Certes, les convictions ferventes ne sont pas l'apanage des fanatiques. Elles appartiennent à quiconque a un degré élevé d'engagement et de dévouement pour une idée, un principe ou une cause. Ainsi, la personne qui est contre les essais nucléaires souterrains adhère à une croyance, mais celle qui entreprend une action, même une action qui suscite la désapprobation des autres, en manifestant sur les lieux des essais, agit par conviction. Quelqu'un qui déplore l'état de l'éducation publique a une croyance, mais quelqu'un qui s'engage bénévolement pour participer à un programme d'alphabétisation qui permettra de changer la situation agit par conviction. La personne qui rêve de posséder une équipe de hockey a une opinion et un désir, mais celle qui tente de recueillir les fonds nécessaires afin d'acheter une franchise agit par conviction. Où est la différence? Cette différence, on l'observe, bien sûr, dans les actions que la personne est prête à entreprendre. En fait, les personnes qui agissent par conviction nourrissent une croyance si passionnée qu'elles sont même prêtes à risquer un rejet ou à subir les moqueries des autres au nom de cette conviction. La différence la plus importante entre la croyance et la conviction tient sans doute au fait que la seconde est habituellement déclenchée par des événements émotifs importants au cours desquels le cerveau a établi le lien suivant. Si je ne crois pas cela, je souffrirai énormément. Si je modifiais cette croyance, je renoncerais à mon identité et à tout ce pourquoi j'ai vécu pendant des années. La conviction est donc nécessaire à la survie même de la personne. Cela peut être dangereux parce que chaque fois que nous ne sommes pas prêts ne serait-ce que de réexaminer nos croyances ou d'envisager la possibilité qu'elles soient erronées, nous nous enfermons dans une rigidité qui pourrait en fin de compte nous condamner à un échec à long terme. Mieux vaut parfois nourrir une croyance plutôt qu'une conviction. Fait positif, les convictions peuvent être stimulantes en raison de la passion qu'elles suscitent en nous et parce qu'elles nous forcent à agir. Si l'on en croit Robert P. Abelson, professeur de psychologie et de sciences politiques à l'université Yale, les croyances sont des possessions et les convictions sont simplement des possessions plus précieuses qui permettent à une personne de chercher passionnément à réaliser ses buts, ses projets, ses souhaits et ses désirs sur une base individuelle ou à grande échelle. Souvent, si on veut acquérir une maîtrise dans un domaine quelconque, il faut élever une croyance au niveau de conviction. Rappelez-vous que la conviction a le pouvoir de nous pousser à l'action, de nous aider à franchir toutes sortes d'obstacles. Les croyances peuvent également jouer ce rôle, mais certains aspects de votre vie peuvent exiger l'intensité émotive propre à la conviction. Par exemple, la conviction de ne jamais vouloir devenir obèse vous incitera constamment à choisir un mode de vie sain, ce qui vous permettra de mieux jouir de votre existence tout en vous préservant peut-être d'une crise cardiaque. La conviction que vous êtes une personne intelligente qui peut toujours trouver un moyen de résoudre toute difficulté peut vous aider à franchir les étapes les plus pénibles de votre vie. Comment crée-t-on une conviction? 1. Choisissez une croyance de base. 2. Renforcez cette croyance à l'aide de nouvelles références plus puissantes. Par exemple, supposons que vous avez décidé de ne plus jamais manger de viande. Pour renforcer votre résolution, parlez à des végétariens ou des végétaliens. Pour quelles raisons ont-ils modifié leur alimentation et quelles conséquences cette décision a-t-elle eu sur leur santé et sur d'autres facettes de leur vie? De plus, étudiez les effets physiologiques des protéines d'origine animale. Plus vous accumulerez de références, plus celles-ci auront un caractère émotif et plus vous renforcerez vos convictions. 3. Trouvez ensuite un événement déclencheur sinon créez cet événement. Adhérez profondément à cette conviction en vous demandant ce qu'il vous en coûtera si vous ne devenez pas végétarien. Posez-vous des questions qui créent une intensité émotive en vous.
Ainsi, si vous voulez vous convaincre fermement de ne jamais absorber de drogue, donnez un caractère réel aux douloureux effets de la drogue en regardant des films, ou mieux encore, en visitant un refuge pour constater de visu les ravages qu'entraîne la toxicomanie. Si vous avez juré de cesser de fumer, visitez le service des soins intensifs d'un hôpital pour observer les patients atteints d'emphysème et confinés à des tentes à oxygène, ou regardez les radiographies des poumons noirs d'un fumeur. Ce genre d'expérimentation peut vous aider à prendre une décision et à établir une véritable conviction. 4. Enfin, agissez. Chaque action que vous entreprenez renforce votre engagement et élève votre degré d'intensité et de conviction émotive. L'un des problèmes que posent les convictions, c'est qu'elles sont souvent fondées sur l'enthousiasme des autres pour vos croyances. En effet, il se produit souvent que les gens croient en quelque chose parce que tout le monde y croit. C'est ce qu'on appelle en psychologie la preuve sociale. Mais la preuve sociale n'est pas toujours exacte. Quand les gens ne savent trop quoi faire, ils font appel aux autres pour les guider. Dans son livre intitulé Influence, Robert Cialdini décrit une expérience désormais classique, dans laquelle quelqu'un crie au viol, à l'intention du sujet tandis que deux autres personnes, qui sont complices, feignent d'ignorer ses appels à l'aide et continuent à marcher. Le sujet hésite et ne sait pas s'il doit répondre aux appels ou non. Mais quand il constate que les deux autres personnes ne s'attardent pas, il en conclut que ces appels à l'aide sont insignifiants et poursuit lui aussi son chemin. Faire appel à la preuve sociale est un bon moyen de limiter votre vie, à la rendre tout à fait pareille à celle de tout le monde. Les renseignements donnés par les experts constituent l'une des plus puissantes preuves sociales. Mais les experts ont-ils toujours raison? Songez à tous ceux qui nous soignent toute l'année. Il n'y a pas très longtemps, la plupart des médecins professaient une foi absolue dans les vertus curatives des sangsues. De plus, des médecins de notre propre génération ont donné à des femmes enceintes un médicament au nom apaisant pour traiter leurs nausées matinales, le Bandectin. Cela ressemble un peu à bénédiction, n'est-ce pas? Et que l'on rendit responsable plus tard de nombreuses anomalies de naissance. Bien sûr, ils prescrivaient ce médicament parce que les firmes pharmaceutiques leur assuraient que c'était le meilleur qui soit. Quelle leçon faut-il retenir de cette expérience? Il est préférable de ne pas accorder une confiance absolue aux experts. N'acceptez pas aveuglément tout ce que je dis, non plus. Replacez les choses dans le contexte de votre propre vie. Cela vous semble-t-il raisonnable? Parfois, on ne peut même pas faire confiance à ses sens, comme le montre l'histoire de Copernic. À l'époque où vivait cet astronome polonais à l'esprit fécond, tout le monde savait que le Soleil tournait autour de la Terre. Pourquoi? Parce que n'importe qui pouvait sortir de sa maison, pointer du doigt le ciel et dire « Vous voyez, le Soleil s'est déplacé. La Terre est donc vraiment le centre de l'univers. » Mais, en 1543, Copernic élabora la première représentation exacte de notre système solaire. À l'instar d'autres géants à travers les âges, il eut le courage de mettre en doute la sagesse des experts, et finalement, la population se rendit à ses théories, mais pas de son vivant. La douleur, le meilleur outil qui soit pour transformer ses croyances. Comme je l'ai déjà mentionné, la douleur est l'outil le plus puissant pour modifier ses croyances. L'émission animée par Sally Jessy Raphael offre un exemple récent de la force des croyances qu'on a modifiées. Au cours de cette émission, une femme renia courageusement son adhésion au Ku Klux Klan face à l'auditoire présent en studio et face au monde entier. Pourtant, elle avait participé à cette même émission un mois seulement auparavant comme membre d'un groupe de femmes du Ku Klux Klan qui s'était répandu en invectives contre tous ceux qui ne partageaient pas leurs convictions raciales, en criant avec colère que les mélanges raciaux, tant sur le plan éducatif, économique que social, conduiraient notre pays et notre peuple à leur perte. Qu'est-ce qui avait pu modifier ces croyances aussi radicalement? 3 choses. En premier lieu, une jeune femme présente en studio s'était levée en pleurant pour implorer la compréhension des femmes. Son mari et son enfant étaient d'origine hispanique et elle affirma en sanglotant qu'elle refusait de croire que des gens pouvaient nourrir autant de haine. En deuxième lieu, dans l'avion qui la ramenait chez elle, elle cria après son fils de 16 ans, qui s'était lui aussi présenté à l'émission bien qu'il ne partageait pas ses opinions, pour lui avoir fait honte devant tout le pays. Les autres femmes l'invectivèrent à leur tour parce qu'il avait manqué de respect à sa mère et citèrent ces paroles de la Bible. « Tes père et mère honorera. » Son fils répondit en disant que Dieu ne voulait certainement pas qu'il adhère à ses opinions diaboliques,
puis il descendit de l'avion à Dallas en jurant de ne plus jamais remettre les pieds à la maison. Pendant le reste du vol, la femme se remémora les événements de la journée puis elle se mit à réfléchir à la guerre que son pays menait au Moyen-Orient. Elle se rappela ce qu'un autre spectateur lui avait dit ce jour-là. Des jeunes hommes et des jeunes femmes de couleur combattent là-bas non seulement pour eux, mais aussi pour vous. Elle songea enfin à son fils, qu'elle aimait tendrement et avec qui elle avait été méprisante. Allait-elle accepter que cette brève conversation soit la dernière? Cette idée lui était insupportable. Elle devait changer quelque chose immédiatement. À la suite de cet événement, elle raconta à la télévision qu'elle avait reçu un message de Dieu, dont elle avait tenu compte sur le champ, et qui lui enjoignait de quitter le Ku Klux Klan et d'aimer tous les peuples comme ses frères et sœurs. Certes, ses amis lui manqueront, car elle sera rejetée. Mais elle affirme que son âme est maintenant nettoyée et qu'elle recommencera sa vie à neuf avec une conscience pure. Il est essentiel de vérifier ses croyances et leurs conséquences, afin de s'assurer qu'elles nous donnent du pouvoir. De plus, quelle croyance adopter? Il s'agit de trouver quelqu'un qui obtient les résultats que vous voulez vraiment dans la vie. Ces gens sont les modèles de rôle qui peuvent vous apporter certaines des réponses que vous cherchez. Invariablement, derrière toutes les personnes qui ont réussi se cache un éventail précis de croyances fécondes. S'inspirer des croyances des gagnants. Pour enrichir sa vie, il faut modeler sa vie sur celle des gens qui ont déjà réussi. C'est efficace, agréable, et ces gens sont accessibles partout autour de vous. Il s'agit simplement de les interroger. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous distingue des autres? Quelles sont les croyances qui font de vous un être différent? Il y a des années, je lus un livre intitulé Rencontres avec des hommes remarquables et je fis de ce titre un des thèmes destinés à influencer ma vie. Depuis, je suis devenu un chasseur d'excellence qui recherche constamment les meneurs, hommes ou femmes, de notre culture, afin de mettre à jour leurs croyances, leurs valeurs et leurs stratégies en matière de réussite. Il y a 2 ans, j'ai lancé PowerTalk, une émission de radio mensuelle au cours de laquelle je pose des questions à ces géants. En fait, bon nombre de résolutions clés que je partage avec vous dans ce livre sont le fruit des interviews que j'ai réalisées avec certaines de ces personnes, qui sont les chefs de file chacun dans leur domaine. En m'engageant à partager chaque mois avec vous ces interviews, mes plus récentes découvertes ainsi qu'un résumé d'un best-seller national, j'ai établi un programme cohérent qui vise non seulement à stimuler les autres, mais à me permettre aussi de m'améliorer constamment. Il me fera plaisir de vous aider, dans le cadre de ce programme, à prendre modèle sur des gens qui ont réussi. Mais rappelez-vous que je ne suis pas le seul qui puisse vous aider. Vous côtoyez chaque jour les modèles dont vous avez besoin? Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Bouddha. Depuis près une décennie déjà, j'explique, dans le cadre de mes séminaires sur la santé Living Health, le lien direct qui existe entre le pourcentage élevé de protéines animales présentes dans notre alimentation et le taux très élevé de décès par maladie cardiaque et par cancer, les 2 plus grands responsables des décès aux États-Unis. Ce faisant, j'ai contredit l'un des systèmes de croyance qui a le plus influencé l'avenir de notre santé au cours des 35 dernières années. C'est le programme des 4 groupes alimentaires de base qui prône la consommation quotidienne de généreuses portions de viande, de volaille ou de poisson. Or, aujourd'hui, les scientifiques ont établi sans l'ombre d'un doute qu'il existe un lien direct entre la consommation de protéines animales et les maladies cardiaques ou le cancer. En fait, le Physician Committee for Responsible Medicine, comité de médecins pour une médecine responsable, qui compte 3000 membres, a demandé au ministère de l'Agriculture américain de retirer la viande, le poisson, la volaille, les œufs et les produits laitiers de la diète quotidienne recommandée. Le gouvernement lui-même songe à remplacer les 4 groupes de base par un groupe de 6 éléments en réduisant la viande, la volaille et le poisson à une part infime. Cette modification importante des croyances a suscité un tollé dans de nombreux milieux. Pour ma part, je pense que cela est conforme au schéma que l'on retrouve dans toute notre histoire et dans notre culture. Comme l'affirmait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, toute vérité doit franchir 3 étapes avant d'être acceptée. Premièrement, elle est tournée en ridicule. Deuxièmement, elle suscite une violente opposition. Enfin, elle est acceptée comme allant de soi. Autrefois, ces idées étaient considérées comme ridicules. Aujourd'hui, elles suscitent une violente opposition. Demain, elles finiront par être acceptées.
mais pas avant qu'un grand nombre encore de personnes tombent malades ou même meurent à cause de leurs croyances limitatives sur le fait que leur corps aurait besoin d'ingérer des quantités élevées de protéines animales. Dans le domaine des affaires également, nous avons adopté un ensemble de fausses croyances qui nous mènent à la frustration dans le domaine économique, et de l'avis de certains, peut-être au désastre. Presque tous les secteurs de notre économie sont en difficulté. Pourquoi ? Un article du magazine Forbes de mars 1991 m'a fourni un indice à ce sujet. Cet article décrivait deux voitures, la Laser de Chrysler Plymouth et l'Eclipse de Mitsubishi, et soulignait que, pour une même période, Chrysler avait enregistré seulement 13 ventes en moyenne par concessionnaire tandis que Mitsubishi en effectuait plus de scènes. Vous me direz, et puis après ? Tout le monde sait que les voitures japonaises se vendent mieux que les voitures américaines. Mais ce qui est particulier chez ces deux voitures, c'est qu'elles sont en tout point semblables, car les deux compagnies se sont associées pour les fabriquer. La Laser et l'Eclipse ne diffèrent que par leur nom et leur fabricant. Comment est-ce possible ? Comme vous l'avez peut-être deviné, les recherches sur la cause de l'écart entre les ventes de voitures japonaises et américaines ont montré que les consommateurs préfèrent acheter les premières parce qu'ils leur attribuent une meilleure qualité. Or, dans ce cas-ci, cette croyance est fausse. En effet, la voiture américaine est de même qualité, puisque c'est la même voiture. Pourquoi les consommateurs croient-ils cela ? Manifestement parce que les Japonais se sont bâtis une réputation de qualité et nous ont fourni de nombreuses références pour l'étayer, à un point tel que nous ne mettons même plus en doute sa validité. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que la décision des Japonais d'améliorer la qualité de leurs produits a été, en fait, importée des États-Unis par W. Edwards Deming. En 1950, ce célèbre expert du contrôle de la qualité fut emmené au Japon par le général MacArthur, mécontent de ne pouvoir même faire un appel téléphonique dans les installations industrielles japonaises ravagées par la guerre. À la demande du syndicat japonais des scientifiques et des ingénieurs, Deming entreprit de donner aux Japonais une formation sur la gestion de la qualité totale. Vous devez certainement penser à la qualité d'un produit, n'est-ce pas? Or, vous avez tort. Deming enseigna aux Japonais les 14 principes et la croyance de base qui sont le fondement de presque toutes les décisions prises dans toutes les multinationales prospères au Japon de nos jours. Cette croyance de base est la suivante. S'ils s'engageaient à améliorer de façon systématique et quotidienne la qualité de leurs produits à tous les niveaux de l'organisation, les Japonais pourraient dominer tous les marchés dans le monde. Deming leur montra que la qualité ne dépendait pas uniquement du respect d'une norme donnée, mais bien d'un processus sans cesse changeant d'amélioration constante. Si les Japonais mettaient ces principes en pratique, Deming leur promit qu'en moins de 5 ans, ils inonderaient le monde de produits de qualité et qu'en moins d'1 ou 2 décennies, ils deviendraient l'un des plus importants pôles économiques de la planète. Beaucoup jugèrent les propos de Deming insensés, mais les Japonais les prirent au pied de la lettre et, aujourd'hui, Deming est considéré comme le père du miracle japonais. En fait, chaque année depuis 1950, le plus grand honneur que peut mériter une compagnie japonaise est de recevoir le National Deming Prize. Cette récompense, décernée devant les caméras de la télévision nationale, vise à honorer la compagnie japonaise ayant eu la plus forte hausse de la qualité, tant de ses produits, de ses services et de sa gestion que de la collaboration de ses employés. En 1983, la compagnie Ford Motor engagea Deming pour donner une série de séminaires sur la gestion. L'un des participants était Donald Petersen, qui deviendra plus tard président de la firme Ford et appliquera les principes de Deming à tous les échelons de la compagnie. Petersen déclara que la compagnie avait besoin de cet homme pour redorer son blason. À l'époque, Ford perdait des milliards de dollars chaque année. Une fois en place, Deming remplaça la croyance occidentale traditionnelle de ses dirigeants que l'on peut résumer par la question « Comment pouvons-nous augmenter nos ventes tout en réduisant nos coûts ?» par « Comment pouvons-nous améliorer la qualité de nos produits sans augmenter nos coûts à long terme ?» L'entreprise changea alors ses objectifs afin de faire de la qualité la principale de ses priorités, comme le reflétait son slogan publicitaire « La qualité passe avant tout ». Grâce au principe de Deming, elle passa en 3 ans d'une situation déficitaire à une position dominante au sein de l'industrie en ayant fait des profits de l'ordre de 6 milliards de dollars. Comment a-t-elle fait? Elle a découvert que la façon dont les Américains percevaient la qualité des produits japonais, aussi frustrante soit-elle, pouvait être très instructive. Ainsi,
Ford signa un contrat avec une firme japonaise pour qu'elle fabrique la moitié des transmissions de l'un de ses modèles de voiture, afin de pouvoir maintenir le volume de production. Puis, elle découvrit que les consommateurs américains exigeaient des transmissions japonaises, et qu'ils étaient même prêts à attendre et à payer plus cher pour ces transmissions. Cette attitude contraria un grand nombre de dirigeants de Ford, dont la première réaction fut « Ma foi, c'est simplement une fausse croyance des gens de notre culture. Ils sont conditionnés à réagir de cette façon. » Toutefois, sous la surveillance de demain, on vérifia les transmissions Ford qui se révélèrent plus bruyantes et se brisèrent plus souvent que les transmissions japonaises, qui ne présentaient pratiquement ni problème, ni vibration, ni bruit. Demain enseignait au personnel de Ford que la qualité coûtait toujours moins cher, ce qui allait à l'encontre de ce que la plupart des gens croyaient. C'est-à-dire que l'on ne pouvait atteindre qu'un certain niveau de qualité avant que les coûts ne fassent une escalade. Quand les experts démontèrent les transmissions Ford pour en évaluer toutes les pièces, ils constatèrent que toutes sans exception répondaient aux normes du manuel Ford. Ces normes étaient aussi les mêmes que celles imposées aux Japonais. Or, un examen des transmissions japonaises ne révéla pratiquement aucune différence mesurable entre elles. En fait, il fallut les apporter dans un laboratoire et les inspecter au microscope pour détecter des différences. Pourquoi la firme japonaise s'imposait-elle des normes de qualité plus élevées que celles stipulées par son contrat? Les Japonais croyaient que la qualité était moins coûteuse, que s'ils fabriquaient un produit de qualité, ils auraient non seulement des clients satisfaits, mais aussi des clients fidèles qui seraient prêts à attendre et à payer leurs produits plus chers. Ils agissaient selon la même croyance fondamentale qui les avait conduits au sommet des marchés mondiaux. S'engager à améliorer constamment leurs produits ainsi que la qualité de vie de leur clientèle. Cette croyance est une exportation américaine que nous devrions peut-être rapatrier, afin de modifier l'orientation future de notre économie. Une croyance néfaste qui pourrait bien détruire notre force économique en tant que pays est ce que demain appelle la gestion par les chiffres réels. Cette gestion s'appuie sur la croyance répandue au sein des entreprises que les profits proviennent d'une réduction des coûts et d'une augmentation des revenus. Un exemple de cette situation se produisit quand une mévente frappa toute l'industrie automobile. Lynn Townsend assumait à cette époque la direction de la firme Chrysler. Townsend tenta immédiatement d'augmenter les revenus, mais surtout, il essaya de réduire les coûts. Comment? Il renvoya les 2/3 des ingénieurs. À court terme, il semblait avoir pris une décision judicieuse. Les profits grimpèrent en flèche et on traita Townsend en héros. Mais après quelques années, Chrysler connut de nouvelles difficultés financières. Que s'était-il passé? Certes, de nombreux facteurs entraient en jeu. Mais, à long terme, les décisions de Townsend ont peut-être détruit les éléments de qualité sur lesquels reposait la réussite de l'entreprise. Souvent les personnes qui nuisent aux entreprises sont récompensées, car elles obtiennent des résultats positifs à court terme. Parfois, il nous arrive de traiter les symptômes d'un problème tout en continuant d'en alimenter la cause. Il faut être prudent quand on interprète des résultats. Au contraire, l'un des facteurs qui a le plus contribué à sortir la firme Ford de son marasme a été son équipe de concepteurs, qui conçut une nouvelle voiture appelée Toru. La qualité de cette voiture lança un nouvel idéal pour Ford, et les consommateurs lui firent honneur. Quelles leçons pouvons-nous tirer de tout cela? Nos croyances en affaires et dans la vie gouvernent toutes nos décisions, par conséquent, notre avenir. L'une des croyances globales les plus importantes que nous pouvons adopter veut que pour réussir et être heureux, nous devions améliorer constamment la qualité de notre vie et continuer de grandir et de prendre de l'expansion. Les Japonais comprennent très bien ce principe. En fait, au Japon, il existe un terme qui, sous l'influence de demain, revient sans cesse dans le langage, tant dans le domaine des affaires que dans celui des relations. C'est le terme Kaizen. Ce mot signifie littéralement amélioration constante, et les Japonais en émaillent leur langage. Ils parlent souvent du Kaizen de leur déficit commercial, du Kaizen de leur chaîne de fabrication, du Kaizen de leurs relations personnelles. Ainsi, ils cherchent constamment des façons de s'améliorer. De plus, le Kaizen est fondé sur le principe de l'amélioration progressive, des améliorations simples. Mais les Japonais saisissent que de minuscules progrès apportés quotidiennement produisent en fin de compte des améliorations globales d'une qualité telle que la plupart des gens n'oseraient même pas l'imaginer. Les Japonais ont un dicton qui dit que « si vous n'avez pas vu un homme pendant 3 jours,
vous devriez l'observer de très près pour voir quels changements se sont produits en lui. Ce qui est surprenant, mais qui n'a rien d'étonnant, c'est que le terme Kaizen n'a pas d'équivalent dans notre langue. Plus je constate l'influence du Kaizen dans le milieu japonais des affaires, plus je comprends que c'est un principe directeur qui a eu une énorme influence sur ma propre vie. Ma détermination à m'améliorer constamment, à élever sans cesse mon idéal de vie est l'élément qui m'a rendu heureux et qui m'a permis de réussir. J'ai compris que nous avions tous besoin d'un mot pour polariser toutes nos énergies sur l'amélioration constante. Quand nous inventons un mot, nous lui prêtons une signification codée et créons une manière de penser. Les mots que nous employons constamment forment le tissu de notre pensée et influencent même nos décisions. Ayant compris cela, je fabriquai donc un vocable mnémonique simple, Kani, formé des 4 premières lettres des mots constants and never-ending improvement, amélioration constante et sans fin. Je crois que le degré de succès dans notre vie est directement proportionnel à notre engagement envers Kani, envers une amélioration constante et sans fin. Le principe Kani ne se rapporte pas seulement aux affaires, mais concerne tous les aspects de notre vie. Les Japonais parlent souvent de la gestion de la qualité à l'échelle de l'entreprise. Je crois que nous devons tendre toute notre énergie vers Kani. Dans nos affaires, nos relations personnelles, nos contacts spirituels, notre santé et nos finances. Comment apporter une amélioration constante et sans fin à chacun de ces domaines? Cela fait de la vie une aventure incroyable dans laquelle nous sommes déjà impatients d'atteindre le prochain niveau. Kani est une véritable discipline qu'on ne peut pratiquer uniquement de temps à autre, seulement quand on en a envie. Elle doit se traduire par un engagement constant, soutenu par des actions. L'essence de Kani est une amélioration progressive, infime même et continuelle qui, à long terme, finit par produire un chef-d'œuvre aux proportions énormes. Si vous avez déjà visité le Grand Canyon, vous comprendrez ce que je veux dire. Vous êtes le témoin d'une imposante beauté qui est le fruit de changements échelonnés sur des millions d'années, alors que le fleuve Colorado et ses nombreux affluents n'ont cessé de sculpter la roche pour créer l'une des 7 merveilles naturelles du monde. La plupart des gens ne se sentent jamais en sécurité parce qu'ils craignent toujours de perdre ou leur emploi, ou leur argent, ou leur conjoint, ou leur santé, ou quelque chose d'autre. La seule vraie sécurité en la vie est de savoir si l'on s'améliore d'une façon ou d'une autre chaque jour que Dieu fait, si l'on change de classe et que l'on est estimé de son employeur, de ses amis et de sa famille. Je ne me soucie pas de réserver la qualité de ma vie, parce que je m'efforce chaque jour d'améliorer. Je cherche sans cesse à apprendre et à faire des distinctions nouvelles et fortes sur les façons d'améliorer la vie des autres. Cela me rassure sur ma capacité d'apprendre, de me développer et de grandir. Kani ne signifie pas que vous n'affronterez plus jamais de difficultés. En fait, on peut seulement améliorer une chose quand on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait convenable, qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle pourrait l'être. Kani vous permet de découvrir les problèmes en puissance et de les résoudre avant qu'ils ne deviennent des tensions. Après tout, le meilleur moment pour tuer un monstre, c'est quand il est petit. En vertu de mon engagement personnel envers Kani, je me pose les questions suivantes à la fin de chacune de mes journées. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Quelle contribution ou quelle amélioration ai-je apporté? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Si vous améliorez chaque jour votre aptitude à jouir de la vie, celle-ci acquérera un degré de richesse dont la plupart des gens n'osent même pas rêver. Les petites améliorations sont crédibles et, par conséquent, réalisables. Pat Riley, ex-membre des Lakers de Los Angeles, est le meilleur entraîneur de toute l'histoire de la National Basketball Association, NBA. Certains disent qu'il a eu de la chance d'avoir des joueurs aussi talentueux. Il est vrai que ces joueurs étaient incroyables, mais bien des gens ont les ressources nécessaires pour réussir mais ne réussissent pas toujours. L'aptitude au succès de Pat reposait sur son engagement envers Kani. En fait, il affirma qu'au début de la saison 1986, il se heurtait à un sérieux problème. Un grand nombre des joueurs avaient connu ce qu'ils croyaient être leur meilleure saison l'année précédente, bien qu'ils eussent tout de même perdu contre les Celtics de Boston. Alors qu'il cherchait un programme efficace destiné à inciter ses joueurs à atteindre un niveau d'excellence plus élevé, l'entraîneur opta pour le principe des petites améliorations. Il convainquit ses joueurs que le fait d'améliorer la qualité de leur meilleur jeu d'1% pouvait suffire à changer les résultats de leur jeu toute la saison. Ce pourcentage semblait ridicule,
Mais si 12 joueurs améliorent chacun d'1% leurs aptitudes dans 5 aspects différents du jeu, les efforts combinés de l'équipe contribuent à augmenter son efficacité de 60%. Or, une différence globale de 10% permettrait sans doute à l'équipe de remporter le championnat. Le vrai mérite de cette philosophie, cependant, est que chacun la croyait réalisable. Chacun était persuadé de pouvoir améliorer son propre jeu d'au moins 1% sur les 5 aspects principaux du jeu. Et cette certitude consacrée à la poursuite de leurs objectifs incita les joueurs à mobiliser un potentiel encore plus grand. Ainsi, la plupart d'entre eux améliorèrent leur jeu d'au moins 5%, et beaucoup même améliorèrent leur jeu de 50%. Selon Pat Riley, l'année 1987 fut la saison la plus facile que l'équipe ait connue. Kanye donne des résultats positifs quand on s'y engage. Rappelez-vous que la clé du succès est d'acquérir un sentiment de certitude, c'est-à-dire cette croyance qui vous permet de grandir et de tenter les actions nécessaires pour améliorer votre vie et celle de votre entourage. Peut-être avez-vous aujourd'hui la certitude que quelque chose est vrai, mais il faut se rappeler qu'à mesure que les années passent et que nous grandissons, nous serons exposés à de nouvelles expériences. Nous pourrions même adopter des croyances encore plus stimulantes, en abandonnant certains éléments dont nous étions certains autrefois. Comprenez que vos croyances peuvent changer à mesure que vous recueillez les références supplémentaires. L'essentiel, aujourd'hui, c'est de savoir si vos croyances actuelles vous inhibent ou vous stimulent. Prenez dès aujourd'hui l'habitude de vous concentrer sur les conséquences de toutes vos croyances. Renforcez vos fondements en vous poussant à agir dans un sens que vous souhaitez ou vous paralysez. Nous avons appris de nombreuses choses sur les croyances, mais pour vraiment prendre notre vie en main, nous devons connaître les croyances que nous utilisons déjà pour nous guider. Donc cessez immédiatement toute activité et amusez-vous pendant les 10 prochaines minutes. Commencez à énoncer en vrac toutes les croyances que vous possédez, tant celles qui vous stimulent qu'elles qui vous inhibent, comme les petites croyances qui n'ont l'air le rien ou les croyances globales qui semblent faire toute la différence. Assurez-vous de ne pas omettre les croyances conditionnelles comme « si je fais toujours de mon mieux, je réussirai » ou « si je suis vraiment passionné avec cette personne, elle me quittera ». Les croyances globales comme celles qui concernent les gens sont fondamentalement bons ou les gens sont affreux. Les croyances vous concernant, les croyances sur la chance, le temps, la pénurie et l'abondance. Notez le plus grand nombre de croyances que vous pouvez imaginer pendant les 10 prochaines minutes. Je vous en prie, faites-vous le cadeau de le faire tout de suite. Quand vous aurez terminé, je vous montrerai comment renforcer les croyances qui vous donnent du pouvoir et éliminer celles qui vous paralysent. Faites-le maintenant. Avez-vous pris le temps de rédiger les 2 listes, tant celle des croyances dynamisantes que celle des croyances paralysantes? Sinon, faites-le tout de suite. Qu'avez-vous appris en faisant cet exercice? Maintenant, prenez un instant pour passer en revue vos croyances. Maintenant encerclez les 3 croyances les plus dynamisantes de votre liste. Comment vous stimulent-elles? Comment renforcent-elles votre vie? Songez à leurs effets positifs cumulatifs sur vous. Il y a plusieurs années, j'avais dressé une liste comme celle-là et elle m'avait paru précieuse parce que j'y ai trouvé une croyance sous-utilisée. C'était la suivante. Je trouve toujours une façon de renverser la vapeur quand je m'engage à fond. En révisant ma liste, je me suis dit, voici une croyance que je dois renforcer et transformer en conviction. Je suis enchanté de l'avoir fait, car moins d'1 an plus tard, cette conviction fut ma bouée de sauvetage pendant l'une des périodes les plus dures de ma vie, alors que j'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Elle a non seulement maintenu mon esprit à flot, mais elle m'a également aidé à relever l'un des défis personnels et professionnels les plus difficiles qu'il m'ait été donné d'affronter. Cette seule croyance, ce seul sentiment de certitude m'a permis de trouver des moyens de rétablir la situation quand tout le monde affirmait que c'était impossible. Non seulement j'ai renversé la situation, mais mes plus grandes difficultés sont devenues mes meilleures occasions. Et vous pouvez faire la même chose. Revoyez votre liste et renforcez votre intensité émotive et votre certitude que ces croyances sont vraies et réelles, afin qu'elles puissent guider vos comportements futurs. Passons maintenant à vos croyances limitatives. En les relisant, établissez les conséquences qu'elles ont pour vous. Encerclez les 2 croyances les plus paralysantes. Décidez maintenant une fois pour toutes que vous ne voulez plus payer le prix que ces croyances imposent à votre vie. Rappelez-vous que si vous vous mettez à douter de ces croyances et à remettre en question leur validité,
vous pouvez secouer leurs pattes de référence afin qu'elles n'aient plus aucune influence sur vous. Renversez les certitudes qui soutiennent vos croyances paralysantes en vous posant quelques-unes des questions suivantes. 1. En quoi cette croyance est-elle ridicule ou absurde? 2. La personne de qui j'ai appris cette croyance est-elle un modèle valable dans ce domaine? 3. Quel coût affectif finirais-je par payer si je n'abandonne pas cette croyance? 4. Quel prix finirais-je par payer dans mes relations si je n'abandonne pas cette croyance? 5. Quel prix finirais-je par payer en matière de santé si je n'abandonne pas cette croyance? 6. Quel prix finirais-je par payer financièrement si je n'abandonne pas cette croyance? 7. Quel prix paieront ma famille et les êtres qui me sont chers si je n'abandonne pas cette croyance? Si vous avez pris le temps de répondre à ces questions, vous constaterez peut-être que vos croyances se sont grandement affaiblies sous l'effet de cet examen minutieux. Maintenant, prenez pleinement conscience du prix de ces croyances et des coûts réels qu'elles entraîneront dans le futur si vous ne changez pas. Associez à ces croyances une douleur si intense que vous voudrez vous en débarrasser pour toujours et puis, décidez de le faire maintenant. Enfin, on ne peut se débarrasser d'un modèle sans le remplacer par un autre. Ainsi, écrivez maintenant des substituts aux 2 croyances limitatives que vous venez d'éliminer. Quelle est leur antithèse? Par exemple, si l'une d'elles était la suivante, « Je ne peux pas réussir parce que je suis une femme », votre nouvelle croyance peut être « Parce que je suis une femme, je possède des ressources dont aucun homme ne pourrait même jamais rêver ». Quelles références peuvent soutenir cette idée afin que vous puissiez commencer à en être certain? Au fur et à mesure que vous renforcerez cette croyance, elle gouvernera votre comportement d'une manière tout à fait nouvelle et plus stimulante. Si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez dans votre vie, je vous propose de vous demander: que devrais-je croire pour réussir? Ou qui réussit déjà dans ce domaine et quelle différence y a-t-il entre les croyances de ces personnes et les miennes sur ce qui est possible? Ou que doit-on croire pour réussir? Vous pourriez très bien découvrir la croyance clé qui vous échappait. Si vous souffrez ou affrontez des difficultés, ou si vous êtes frustré ou furieux, il se peut que vous vous demandiez ce à quoi vous devriez croire pour éprouver ces sentiments. Le miracle de ce processus simple, c'est qu'il mettra au jour des croyances que vous ne soupçonniez même pas en vous. Par exemple, si vous êtes déprimé, demandez-vous: à quoi devrais-je croire pour me sentir déprimé? Et vous découvrirez sans doute une croyance qui a un lien avec le futur comme « les choses ne s'amélioreront jamais » ou « c'est sans espoir ». En formulant ces croyances à haute voix, vous penserez peut-être « je ne crois pas cela. Je me sens mal maintenant. Mais je sais que cela ne durera pas toujours. Cela aussi passera. » Ou encore, peut-être que vous déciderez que croire ces problèmes insolubles est tout à fait destructeur et déciderez de vous débarrasser à tout jamais de cette croyance. Pendant que vous examinez ces croyances limitatives, remarquez le changement qui survient dans vos sentiments. Comprenez, croyez que si vous modifiez la signification d'un événement dans votre esprit, vos sentiments se transformeront, ce qui vous poussera à modifier vos actions et par le fait même, votre avenir. Tout changement dans la façon dont vous interprétez une situation jouera sur vos décisions. Rappelez-vous que rien dans la vie n'a de signification autre que celle qu'on lui prête. Donc, assurez-vous de choisir consciemment les significations qui concordent le plus avec l'avenir que vous vous êtes fixé. Les croyances ont l'étrange pouvoir de créer ou de détruire. À mon avis, vous avez choisi ce livre parce que vous avez décidé, au plus profond de vous-même, de ne rien accepter de moins que le meilleur de ce dont vous êtes capable. Voulez-vous vraiment exploiter le pouvoir de créer cette image que vous voulez plutôt que de détruire vos rêves? Alors, apprenez à choisir les croyances qui vous dynamisent. Créez des convictions qui vous mènent dans le sens du destin qui fait appel à votre potentiel le plus élevé. Votre famille, votre travail, votre collectivité et votre pays ne méritent pas moins. La direction et le pouvoir des croyances. Les chefs sont des gens dont la vie est gouvernée par des croyances dynamisantes et qui enseignent aux autres comment exploiter leur pleine capacité en modifiant les croyances qui les limitent. J'ai été profondément impressionné par l'un d'eux, un professeur du nom de Marva Collins. Vous avez peut-être vu l'émission 60 minutes ou le film qui a été tourné sur elle. Il y a 30 ans, Marva utilisa son pouvoir personnel et décida d'influencer son avenir en contribuant au bien-être des enfants. Quand elle obtint son premier emploi d'enseignante dans un quartier considéré par beaucoup comme un ghetto de Chicago,
Ses élèves de deuxième année avaient déjà décidé qu'ils ne voulaient rien apprendre. Or, voici un point que je soulignerai encore et encore dans ce livre. Quand deux personnes se rencontrent, celle qui a pris une vraie décision, qui est la plus fermement résolue, finira par influencer l'autre, pourvu qu'elles établissent une relation. La mission de Marva était d'influencer la vie de ses enfants. Elle ne croyait pas simplement qu'elle pouvait les influencer. Elle était profondément et passionnément convaincue qu'elle les influencerait. Elle avait décidé de tout essayer. Confrontée à des enfants souffrant de dyslexie et de divers autres problèmes de comportement ou d'apprentissage, elle résolut que le problème n'était pas les enfants eux-mêmes, mais bien la façon de leur enseigner. On ne leur présentait jamais de véritables défis. On ne les avait jamais incités à se dépasser et à découvrir ce qu'ils étaient ou ce dont ils étaient capables. Et par conséquent, ils ne savaient pas ce que c'était. En effet, les êtres humains réagissent aux défis, et ces enfants, à son avis, avaient davantage besoin de défis que de n'importe quoi d'autre. Elle jeta donc tous leurs vieux manuels à la poubelle et se mit à leur enseigner Shakespeare, Sophocle et Tolstoï. Les autres professeurs lisaient « Ce n'est pas possible. Ces enfants n'y comprendront rien. » Et, comme vous pouvez vous en douter, bon nombre d'entre eux s'attaquèrent à Marva en disant qu'elle allait détruire la vie de ses élèves. Mais ceux-ci non seulement comprenaient ce qu'elle enseignait, mais le travail leur réussissait. Pourquoi? Parce que Marva croyait ardemment au caractère particulier de l'esprit de chaque enfant et en sa capacité d'apprendre n'importe quoi. Elle leur parlait avec tant d'efficacité et l'amour qu'elle les stimula à croire en eux. Pour certains d'entre eux, c'était la première fois de leur courte vie. Les résultats qu'elle obtint régulièrement au cours de ces décennies sont extraordinaires. La première fois que j'ai rencontré Marva, c'était à la Westside Preparatory School, l'école privée qu'elle a fondée en marge du système scolaire la ville de Chicago. Après notre rencontre, je décidai d'interviewer quelques-uns de ses élèves. Le premier que je rencontrai était un petit bonhomme de 4 ans qui arborait un sourire radieux. Je lui serrai la main. « Salut, je m'appelle Tony Robbins », lui dis-je. « Bonjour, monsieur Robbins, je m'appelle Talmadge Griffin et j'ai 4 ans. Que désirez-vous voir ?» répondit-il. « Dis-moi, Talmadge, qu'as-tu étudié ces jours-ci ?» et répliqué. « Bien des choses, monsieur Robbins, dit-il. »« Oui, mais quel livre as-tu lu dernièrement ?» ai-je insisté. « Je viens de terminer Des souris et des pmèmes, de John Steinbeck. J'ai été très impressionné, je vous assure. » Je lui demandai de quoi traitait ce livre en imaginant sa réponse. « Cela parle de 2 gars du nom de George et Lenny. » Il répondit, « Eh bien, le principal protagoniste est. » À cet instant précis, j'ai cru. Puis je lui demandai ce que ce livre lui avait appris. Il répondit, « Monsieur Robbins, j'ai fait plus qu'apprendre de ce livre. Ce livre a imprégné mon âme. » J'éclatai de rire et lui demandai ce que voulait dire imprégner. « Se diffuser partout, répondit-il, en poursuivant avec une définition plus complète que celle que je pourrais vous donner. Alors, je lui demandai, « Qu'est-ce qui t'a tant touché dans ce livre, Talmadge ?» Monsieur Robbins, répondit-il, j'ai remarqué dans le récit que les enfants ne jugent jamais personne en fonction de la couleur de leur peau. Seuls les adultes le font. Ce que cela m'a appris, c'est que même quand je serai grand, je n'oublierai jamais les leçons d'un enfant. Mes yeux commençaient à se mouiller parce que je comprenais que Marva Collins inculquait à ce garçon et à tant d'autres les croyances puissantes qui continueront d'influencer ses décisions toute sa vie. Marva améliorait la qualité de vie de ses élèves en se servant des 3 principes directeurs dont j'ai parlé au début de ce livre. Elle les incitait à élever leur idéal, elle les aidait à adopter des croyances nouvelles et stimulantes qui les obligeaient à dépasser leurs vieilles limites, et enfin, elle renforçait tout cela avec les aptitudes et les stratégies nécessaires pour réussir toute sa vie. De ce fait, ses élèves étaient non seulement de plus en plus confiants, mais compétents. Leurs résultats scolaires étaient frappants et les effets cumulatifs de cet enseignement sur leur vie de tous les jours étaient profonds. Enfin, je demandai à Talmadge, « Quelle est la chose la plus importante que Madame Collins t'ait apprise ?» Il me dit, « La chose la plus importante que m'ait apprise Madame Collins, c'est que la société peut prédire mon destin, mais je suis le seul à pouvoir l'influencer. » Peut-être avons-nous tous besoin de retenir ces leçons d'un enfant. Avec les croyances que le jeune Talmadge a exprimées si magnifiquement,
Je vous assure que ses camarades et lui auront une magnifique occasion de mener leur vie en créant l'avenir qu'ils désirent plutôt que celui qu'appréhendent la plupart des gens. Passons maintenant en revue ce que nous avons appris jusqu'ici. Nous savons qu'il existe un pouvoir en nous qui doit être éveillé. Ce pouvoir commence par la faculté de prendre les décisions conscientes qui influenceront notre avenir. Toutefois, il existe une croyance de base que nous devons explorer et résoudre, et nous découvrirons ce qu'elle est en répondant à la question. Fin du chapitre 4. Retrouvez-moi dans les prochaines vidéos pour les chapitres suivants afin de continuer la lecture de notre livre. Les liens en commentaire et en description.